Chapitre 8. Un soir, tandis que Anna faisait la vaisselle, son père entra dans la cuisine. Il y avait eu une nouvelle rafle d'enfants de 16 ans pour le travail forcé. Tous de l'âge d'Alfred Bloch et de Margot Franck. Leurs parents n'avaient pas été autorisés à leur dire au revoir, pas même du seuil de la maison. Les nazis l'avaient interdit. Monsieur Gosselin poussa un soupir accablé. Anna continuait à laver la vaisselle lentement, soigneusement. Son père gémit. Ne savent-ils pas que la vie humaine est sacrée? En allant se coucher, elle vit sa mère assise à la table de la cuisine, fumant cigarette sur cigarette. C'était très difficile de se procurer des cigarettes. Quant au café, que madame Gosselin aimait par-dessus tout, la ration qu'on lui allouait était si maigre qu'elle en était inexistante. Drapé dans son talit frangé de bleu et blanc, sa kippa sur la tête, M. Gosselin était absorbé dans ses prières. Lui qui ne fumait pas, il n'aimait guère voir sa femme avec une cigarette alors qu'elle était enceinte. En octobre, il ne restait que très peu d'élèves dans la classe de Anna. Elles changeaient de place pour se rapprocher les unes des autres. Un jeudi, leur professeur leur annonça une bonne nouvelle. D'après quelqu'un qui écoutait une radio interdite, les Allemands avaient été battus en Afrique du Nord. C'était contraire à la loi de parler d'une défaite allemande, mais ce fut comme un rayon de soleil. Tous les enfants se redressèrent sur leur siège. Anna connaissait-elle la nouvelle, là où elle était? Se demanda Anna. En rentrant chez elle, encore sur un nuage, Anna trouva par terre plusieurs tickets de rationnement de café. Elle les ramassa et courut les donner à sa mère. Le plaisir que lui procurerait cette précieuse boisson valait largement le danger que l'on courait à utiliser des tickets appartenant à d'autres. C'est alors qu'une gigantesque razzia eut lieu dans le vieux quartier juif. Cette fois, non des centaines, mais des milliers de gens furent arrêtés et déportés. Madame Gosselin pleurait. « Nous serons les suivants, je le sais. Si seulement Otto et Edith Frank nous avaient emmenés avec eux. » Madame Gosselin était de plus en plus abattue. Lorsque M. Gosselin rentra, elle s'effondra en sanglots dans le canapé. Après l'avoir consolée, il lui conseilla de s'allonger. Puis il entreprit de creuser un trou dans le mur avec un couteau. Anna l'aida à y enfouir des papiers importants et les bijoux de sa femme. Puis il reboucha le trou qu'il dissimula derrière une tenture. Ensuite, il déchira des documents qui pouvaient s'avérer dangereux. Il les jeta dans les toilettes. À chaque poignée, Anna tirait la chasse, et l'eau faisait disparaître ses papiers compromettants. Par un jour glacial d'hiver, le professeur de Anna tomba malade. Il fut remplacé par M. Presser, le professeur d'histoire. M. Presser parla d'abord de la Renaissance, cette période qui marquait la transition entre le monde médiéval et le monde moderne. Il enchaîna sur un écrivain italien qui s'appelait Dante. Dante avait rencontré Béatrice pour la première fois en 1274. Béatrice avait été l'amour, le guide et l'inspiratrice de toute sa vie. M. Presser se tut brusquement, incapable de continuer. La tête dans les mains, il se mit à sangloter. Sidérés, les élèves se posèrent leurs crayons et attendirent en silence. M. Presser sortit un mouchoir de sa poche. Il se sécha les yeux, se leva et sortit de la salle. Les enfants ne bougèrent pas de leur siège. Au bout d'un moment, M. Presser regagna la classe et leur expliqua que sa femme avait été emmenée la veille au soir. Il les renvoya ensuite chez elle. Le lendemain, M. Presser ne revint pas. Lui aussi, il avait disparu, et on trouva un autre professeur. Au fur et à mesure que les Juifs disparaissaient, leurs biens étaient saisis, et les nazis hollandais s'installaient dans les appartements vides. Un jour, ce fut le tour d'Ilse Wagner et de sa famille d'être arrêtés. La peur de Anna grandit encore, et Ilse lui manquait terriblement.